Bien. Je commence donc sur le deuxième thème qui est consacré à des définitions. L'avocat auxiliaire de justice, garant du droit à un procès équitable. Mais avant d'aborder le fond de mon sujet, je voudrais remercier le barreau d'Antakya et le barreau de Turquie pour votre accueil, qui jusqu'à présent est merveilleux, et vous dire tout l'intérêt que le barreau français porte à l'organisation de ces conférences des présidents des barreaux de la Méditerranée, qui sont organisées depuis 6 ans d'ailleurs, et non pas depuis 12 ans, comme je l'ai dit par erreur tout à l'heure. C'est l'enthousiasme qui m'a fait commettre cette erreur. Je voulais vous dire aussi combien je suis heureux d'être à Antiocha, en français nous disons Antioche, car je suis conscient que nous sommes dans une ville qui a une histoire culturelle, intellectuelle, politique, tout à fait considérable, comme d'ailleurs la Turquie dans son ensemble. Mais lorsque, préparant ce voyage, j'ai appris qu'Antioche avait été la 3e ville de l'Empire romain, j'ai compris avec plus de pertinence combien les échanges culturels entre l'Orient et l'Occident doivent à la Turquie et doivent à la ville d'Antioche. Donc c'est avec une vraie émotion que je visiterai demain avec vous cette ville pour mettre mes pas dans toute cette aventure culturelle, intellectuelle, religieuse qui a pris racine à Antioche et qui a irradié jusqu'au bout de l'Europe de l'Ouest, à l'époque où la France n'était peuplée que de barbares. Pour venir à notre sujet, l'un des intervenants tout à l'heure a dit qu'il faudrait que le monde entier partage des définitions communes, ce qui nous aiderait dans notre combat. Eh bien, ces définitions existent. Et nous avons, pour nous, Européens, la chance d'avoir la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Turquie a beaucoup participé au développement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. J'y reviendrai tout à l'heure. La France a bénéficié d'arrêts qui ont été rendus à propos de la Turquie. Mais nous avons aussi un arrêt français. Un arrêt français qui est l'arrêt Gisèle-Mort contre France du 15 décembre 2011. Et c'est un arrêt qui me tient à cœur puisque Madame Gisèle-Mort, avocate, était, au moment de cette procédure, membre du bureau du Conseil national des barreaux, dont j'étais le président. Madame Gisèle-Mort, avocate, avait fait des déclarations dans la presse à propos du contenu d'un rapport d'expertise qui mettait en cause des laboratoires pharmaceutiques. Et les laboratoires pharmaceutiques avaient déposé plainte contre elle pour violation du secret professionnel ou du secret de l'instruction. Elle a été condamnée en France pour avoir violé le secret professionnel en livrant à la presse ses appréciations sur un rapport d'expertise qui n'était pas public. Elle a fait un recours, devant la Cour européenne des droits de l'homme et elle a gagné, la Cour européenne des droits de l'homme ayant considéré que l'avocat avait un droit d'expression qui ne pouvait être réduit que dans des conditions très exceptionnelles qui n'étaient pas réunies en l'espèce. Et à cette occasion,
comme à d'autres occasions, la Cour européenne des droits de l'homme a défini le rôle de l'avocat, et je crois que c'est intéressant pour nous d'avoir cette définition en tête. Je vais lire lentement pour la traduction. La Cour dit « Le statut spécifique des avocats leur fait occuper une position centrale dans l'administration de la justice. Leur qualité d'intermédiaire entre les justiciables et les tribunaux permet de les qualifier d'auxiliaires de justice. Et c'est d'ailleurs à ce titre qu'ils jouent un rôle clé pour assurer la confiance du public dans l'action des tribunaux, dont la mission est fondamentale dans une démocratie et un État de droit. » Cette définition est très intéressante en ce qu'elle définit l'avocat, d'une part, comme un auxiliaire de justice, et d'autre part, comme un garant de l'État de droit. Je vais aborder rapidement ces deux notions. Je ne sais pas s'il y a un débat en Turquie sur la notion d'auxiliaire de la justice, mais ce débat a existé en France. Beaucoup d'avocats disant « je ne suis pas un auxiliaire de la justice », parce que la notion d'auxiliaire peut paraître trop péjorative. Je suis un partenaire de la justice. Mais la Cour nous dit non, vous êtes des auxiliaires de la justice. Ça veut dire que la Cour nous rattache à l'administration de la justice, ne nous met pas à l'extérieur de l'administration de la justice, ce qui explique les privilèges qui sont reconnus aux avocats pour la garantie des droits de la défense. Cette notion d'auxiliaire de justice est différente en droit civil et en common law. Vous le savez, l'avocat de droit civil, s'il participe à l'administration de la justice en défendant son client, n'est pas tenu de défendre la vérité en tant que telle. Un avocat de droit civil peut ne pas tout dire au juge, alors qu'un avocat de common law, qui est un officier de la Cour, officer of court, est obligé de tout dire au juge. C'est une différence importante. Nous ne sommes pas des officiers ministériels, des officiers de la Cour, comme le sont les notaires. Les avocats anglais ou américains sont plus proches de cela. Pour donner un exemple précis, et vous le savez sans doute, un avocat anglais ou américain dira à son client « Surtout ne me dites pas la vérité, parce que si vous me dites la vérité et qu'elle est de nature à vous faire condamner, je suis obligé de le dire au juge. » Nous n'avons pas cette obligation, et heureusement, sans doute cela s'explique-t-il par les différences de culture et de naissance de nos professions respectives. Je disais tout à l'heure que les avocats de droit civil se sont souvent construits face à la puissance de l'État. Les avocats anglo-saxons ont plus une culture de consensus avec des juges qui sont, vous le savez, d'anciens avocats. Nous avons d'ailleurs la même différence, je le signale au passage, sur le secret professionnel. Le secret professionnel, pour nos amis anglo-saxons, est contractuel, c'est-à-dire le client peut délier son avocat du secret professionnel. Pour nous, le secret professionnel est d'ordre public, c'est-à-dire qu'il est instauré dans l'intérêt du fonctionnement de la justice. La loi, l'État, considère qu'il est bon
qu'une personne puisse aller voir un avocat professionnel qualifié pour tout lui dire et pour avoir un conseil de qualité. C'est pour le bien de la société que le secret professionnel est d'ordre public. C'est pour permettre qu'une personne vienne se confier en toute liberté et qu'elle puisse recevoir un conseil d'un professionnel honorable, appartenant à une profession réglementée, dont on peut espérer qu'il lui donnera un bon conseil et non pas n'importe quelle suggestion. Un cardinal archevêque de Paris, comparant le secret professionnel à d'autres notions, disait, et j'ai retenu sa formule, que si l'on supprime le secret professionnel, il ne reste plus que la complicité. Si vous enlevez des professionnels qualifiés à qui l'on peut tout dire, il y aura nécessairement d'autres conseillers qui vont se substituer. Ces conseillers n'auront pas notre déontologie. Ces conseillers, comme des juges de paix de la mafia, donneront des conseils ou rendront des décisions qui n'auront rien à voir avec le droit. Donc nous sommes auxiliaires de justice, selon la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui veut dire, dans notre conception, que nous n'appartenons pas organiquement, nous ne sommes pas un organe du service public de la justice. Les juges sont un organe du service public de la justice, nous ne le sommes pas. Cela correspond à l'indépendance qui, vous le savez, est la valeur fondamentale de la profession d'avocat, indépendance intellectuelle, liberté de l'argumentation, liberté de conseil, possibilité d'accepter ou de refuser une défense si elle ne correspond pas à notre conscience. Mais l'indépendance est aussi matérielle, économique. Vous savez combien dans tous nos barreaux nous tenons à ce que l'avocat ne puisse pas exercer d'autres professions qui soient incompatibles et que nous soyons libres des dépendances économiques à l'égard de nos clients. Je signale sur ce point une difficulté à laquelle le barreau européen et le barreau mondial vont devoir rapidement faire face, c'est l'instauration en Angleterre des Alternative Business Structures, qui sont des structures d'avocats appelées cabinets d'avocats, mais où les avocats ne sont plus majoritaires dans le capital et même dans la direction de la société. Se constituent actuellement en Angleterre des sociétés commerciales qui exercent le droit comme un cabinet d'avocats, mais qui ont une activité économique différente. Ça peut être une banque, une compagnie d'assurance ou une compagnie de pompes funèbres. Il y a un cas actuellement. C'est un véritable défi pour le barreau européen et pour le barreau mondial, l'indépendance économique de l'avocat au sein de sa structure d'exercice. Nous devons lutter pour conserver la maîtrise de l'indépendance de nos structures d'exercice. La liberté impose que nous soyons les maîtres dans nos cabinets. L'indépendance de l'avocat est bien entendu encadrée par les règles déontologiques. Ce n'est pas parce qu'on est indépendant qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Cette indépendance organique, nous ne sommes pas un organe de la justice, se combine avec le rôle de l'avocat qui participe fonctionnellement au service public de la justice. Comment y participons-nous? Eh bien, d'abord par notre liberté de parole et d'expression dans le cadre du processus juridictionnel, et puis par notre fonction qui incarne les droits de la défense au cœur d'un procès qui doit être équitable selon la notion
développée par la Cour européenne des droits de l'homme. La liberté d'expression dans le cadre du procès, d'abord. Cette liberté d'expression est très importante. Les juges, ou plus exactement les pouvoirs politiques, ont eu tendance à essayer de la limiter, mais c'est évidemment une valeur cardinale de la défense faite par un avocat. Un avocat doit pouvoir tout dire dans une cour sans s'exposer à des poursuites. En France, ce qui est dit au cours d'un procès dans une audience ne peut pas donner lieu à des poursuites dès l'instant que cela se rattache évidemment à la défense. Un procès n'est pas un lieu pour faire une conférence sur un sujet qui n'a rien à voir avec la défense d'une personne. Mais si pour défendre une personne, je dois mettre en cause l'honneur de quelqu'un, ou je dois critiquer le rôle de l'État, cela ne peut pas m'être poursuivi. Je ne peux pas être poursuivi pour cela, pardon. Nous avons un exemple récent en France qui est assez drôle. Un avocat défendait un homme qui était poursuivi pour avoir fait un faux et utilisé un faux. Et quelque temps auparavant, on avait appris en France qu'il y avait une polémique à propos du diplôme de la ministre de la Justice, Madame Rachida Dati. Et il avait été soutenu que cette ministre faisait état dans son curriculum vitae d'un diplôme inexistant, donc d'un faux diplôme. Et cet avocat, défendant son client faussaire, a, pour donner une illustration, dit que le ministre de la Justice lui-même faisait des faux ou utilisait des faux dans son curriculum vitae. Le procureur de la République a voulu poursuivre cet avocat pour diffamation à l'égard du ministre de la Justice en indiquant que cette appréciation qu'il avait donnée dans sa plaidoirie n'était pas suffisamment liée avec la défense de son client pour qu'il puisse le dire. Eh bien, le tribunal puis la cour d'appel ont considéré qu'il y avait un lien qui permettait à cet avocat d'avoir cette liberté de parole. Ceci, c'est pendant l'audience. Après l'audience, il y a aussi une garantie, ou en dehors de l'audience, il y a aussi une garantie qui est accordée, notamment grâce à cet arrêt que je vous citais au début, de Madame More contre la France, puisque cette avocate, alors qu'elle n'était pas dans une audience publique, a révélé des faits, a critiqué une partie en portant atteinte à son honneur et à sa considération. Les tribunaux français avaient considéré que c'était une violation du secret professionnel. La Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt que je vous ai cité, dit que la liberté d'expression de l'avocat est plus importante que celle d'un autre citoyen, qu'il peut se permettre, du fait de la mission qui est la sienne de défendre les intérêts de ses clients, d'intervenir dans les médias, dans la presse, et à cette occasion peut dire des choses plus graves peut-être qu'un citoyen normal, mais parce qu'il est avocat, il a droit à une protection supplémentaire. Nous avons donc, par la Cour européenne des droits de l'homme, une reconnaissance d'une faculté d'expression plus large. Enfin, les droits, la présence de l'avocat comme auxiliaire de justice correspond au fait que par les droits de la défense, il contribue au respect du procès équitable et notamment de l'égalité des armes. S'il n'y avait pas d'avocat, il n'y aurait pas de procès. L'avocat
est là pour assurer la contradiction des débats. L'avocat est quelqu'un qui est là pour empêcher que cela se déroule tout seul, selon la seule version de l'accusation. Il est donc le porteur de ce que l'on appelle le principe de contradiction, le principe du contradictoire. Il oblige le procureur ou la partie adverse à montrer ses preuves, à communiquer les éléments d'accusation ou les éléments à l'appui de son procès. Il n'y a que l'avocat qui puisse assurer, par son indépendance et sa liberté de parole, ce contradictoire. Je rappelle que la qualité d'une décision de justice n'est pas simplement due à la qualité du juge, elle est surtout due à la qualité du débat qui se déroule devant le juge pour lui permettre de rendre une décision éclairée. La présence de l'avocat dans le cadre du contradictoire du procès se retrouve aussi dans la procédure pénale, bien sûr, mais grâce à vous, grâce à la Turquie, tout au moins pour nous, Français, grâce au tout début de la procédure pénale. Nous avions, comme vous, une procédure dans laquelle l'avocat n'intervenait pas dans les locaux de police. Il y avait toute une phase de la procédure d'enquête qui se déroulait dans les locaux de police sans la présence d'un avocat. Grâce aux arrêts Salduz contre Turquie, Dayanan contre Turquie, deux arrêts extrêmement importants de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour a considéré que le procès, nécessitant la contradiction et la présence de l'avocat, commençait dès l'enquête de police et qu'il fallait que les avocats puissent intervenir dès le moment de l'enquête. Ces décisions sont de 2008 et 2009, mais il a fallu attendre 2011 pour que la France prenne une législation reconnaissant la présence de l'avocat dans les locaux de police pour contrôler les éléments de l'enquête. C'est vous dire que dans tous les pays, il y a de la résistance quant à la présence des avocats pour apporter la contradiction. Mais nous avons salué à cette occasion, je ne sais pas si c'est venu jusqu'à vous, la contribution des Turcs à la définition des droits de l'homme et à la définition des droits de la défense. Je signalerai, pour terminer, qu'il y a actuellement sur le plan pénal un projet, une proposition de directive européenne qui prévoit un droit d'accès à un avocat dans les procédures pénales et un droit de communiquer après l'arrestation, qui doit fixer des normes minimales communes aux États membres de l'Union européenne concernant les droits des personnes soupçonnées ou poursuivies. Cette proposition est très en avance sur l'état de droit actuel chez vous comme chez nous, puisqu'elle donnerait à l'avocat un rôle encore plus important dès le début de l'enquête, puisque l'avocat aurait accès aux pièces du dossier et de l'accusation et pourrait les discuter dès le début de l'enquête. C'est donc une perspective d'unification du droit pénal et de la procédure pénale sur le plan européen qui, évidemment, nous laisse plein d'espoir. Vous voyez que on peut parfois tenir des propos pessimistes sur les droits de la défense. On peut s'inquiéter de l'érosion que nous pensons constater de notre faculté d'intervention, mais en pratique, le combat qui est mené sur le terrain mondial permet de définir des normes minimums qui peu à peu s'imposent à tous. Donc, nous ressentons tous les mêmes difficultés, mais ne soyons pas pessimistes. Je crois que l'avenir
nous permettra de connaître une défense de plus en plus forte, de plus en plus indépendante et de plus en plus respectée. Voilà, Madame le Président. Nous avons une demi-heure pour en discuter. Qui veut prendre la parole? Pardon? Ah. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ceza yargılamasında gerçekten adaletin gerçekleştirilmesine avukatın çok büyük katkısı var. Tabii ki soruşturmayı yürüten makamın, görevli kişilerin olaya bakış açısı, sübjektif etkilenmeleri ceza adaletinin sağlanmasında büyük rol oynuyor. Türkiye uygulaması yönünden ceza yargılaması jandarma bölgesi veya polis bölgesinde savcıların sözde kontrolünde yürütülüyor. Yaklaşık bizim ceza muhakemesi kanunumuzun uygulamasıyla 1992 sonlarında çıkan bir yapılanma, avukatların soruşturma aşamasında avukatın mutlak suretle sanığın yanında bulmasına veya mağdur olan kişinin yanında bulmasına imkan sağladı. Fakat gerekli eğitimler ne polise, ne jandarmaya, ne savcıya, ne de doğru dürüst avukata verildi. Avukatlar barolar aracılığıyla kendi mensuplarını eğitmeye ve gerekli katkının azamisini sağlamaya çalıştı. Fakat polisin, jandarmanın veya savcılığın bakışı öteden bu yana yargılamaya hazırlık aşamasında avukatı bir fazlalık, hatta bir sadece şekli olarak bulunan bir enstrüman gibi görmeye devam ettiği için istenilen sonuca ulaşmak pek mümkün olmadı. Başarılı olan yerlerimiz var. Gerekli hoşgörüyü gösteren bürokratlarımız, polisimiz, jandarmamız da var. Fakat olayın içerisinde avukat arkadaşlarımızın da yetersiz eğitimli söz konusu olduğu için hazırlık aşamasında avukatı sadece işkenceyi önlemeye yönelik bir görevli olarak görme alışkanlığı maalesef terk edilemedi. Uygulamada zanlı olan kişilerin savcı, jandarma veya polis önünde savunmalar alınırken büyük bir ekseriyette savunmaya ilişkin delillerin hiç toplanmadığı gibi bir tabloyla karşılaşıyor. Avukat arkadaşımız zorunlu olarak orada bulunma görevini sadece işkence yapılıp yapılmadığı yönünden yürütme durumunda kaldığı için sözde savunduğu kişi savunmasız kalmış oluyor. Avukatın burada eğitimsizliği önemli. Avukata burada verilen görev sebebiyle sarf ettiği emeğin karşılığında olan ücretin verilmemiş olması önemli ve oradaki görevi yapan, suçlayan veya kamusal görevi yapıp da gerekli delilleri toplamak durumunda olan kişinin sadece sanki mağdur olan kişiyi düşünerek onun lehine olan delilleri toplaması gerektiği bir bakış açısı hep eğitim eksikliğinden kaynaklanan sıkıntılar. Olması gereken hakikaten avukatın bulunmadığı ceza yargılamasının temelini teşkil edecek soruşturma aşamasında avukatın bulunmadığı, imzasının olmadığı hiçbir tutanağın yargılamada nazara alınmamasını sağlayacak bir düzenleme, adil bir ceza yargılamasını hem kolaylaştıracaktır, hem delillerinin tümünün toplanmasına imkan sağlayacaktır. Mahkeme önüne gitmiş olan yargılamanın da çok kısa sürede sonuçlanarak daha adil bir sonuca ulaşmasına imkan verecektir. Umarım ki gelecek yılların içerisinde bu eğitimi bütün kadroları verir ve ceza yargılamasında da seri, gecikmemiş bir adaletle suçlunun hak ettiği cezayı alması, suçsuzun da beraat etmesini sağlayacak, iftiralara, uydurma delillerle mahkumiyetlere imkan vermeyecek bir yargılama imkanına kavuşuruz. Teşekkür ederim.
Merci. J'en profite pour vous demander une précision. En France, si une personne qui est arrêtée par la police, une personne qui est arrêtée par la police doit se voir proposer l'assistance d'un avocat. C'est-à-dire le policier doit dire « Voulez-vous un avocat ?» Si la personne demande un avocat et que l'avocat se voit interdire d'assister la personne, la procédure est nulle. C'est la sanction la plus forte, c'est-à-dire que si on refuse l'accès à l'avocat qui a été demandé, on ne peut pas faire état de ce qui s'est passé pendant l'enquête. Tout est annulé. Est-ce que vous avez une sanction comparable chez vous? Teşekkür ederim. Bizde de jandarma, polis veya savcılık herhangi bir suçlanan kişi ile muhatap olduğunda onun savunmasına yönelik işlemleri yapmaya kalktığında öncelikle avukat isteyip istemediğini soruyor. Fakat bu sorunun sorulduğu yere soran kişinin eğitim kapasitesine, mesleki olgunluğuna ve vicdani sorumluluğuna göre çok değişik sonuçlar doğurabiliyor. 24 saat görev yapan bir polis merkezinde yorgun argın karakolda bulunan kişinin bir an evvel ama şu iş başımdan gitsin gibi bir düşünceyle çok doğal olmayan, sübjektif değerlendirmeli, sonuçlarını idrak etmemiş, vicdani sorumluluğunu bilmeyen bir bakış açısıyla sanık olan veya zanlı olan kişiyi ikna ederek avukat isteme, senin işin gecikir, bak senin burada biz ifadeni alacağız, bırakıp gideceğiz, ondan sonra bilahare seni savcılık çağırır şeklinde bir cehaletten kaynaklanan, zanlının bilgisizliğinden kaynaklanan yönlendirmeyle avukat istememe gibi sonuçlarla çok yoğun karşılaşıyor. Yoksa bu çeşit işlemde olması gereken, ben kendi istediğim avukatın buraya gelmesini istiyorum. Yoksa mahkemenin veya işte barodan istenecek, görevlendirilecek rastgele bir kişinin benim avukatım olmasını istemiyorum gibi demek bir hakkı, tercih sözde var. Fakat aydınlatıp gerekli bilgi verilmediği, avukatın gelmesinin kendi işini, karakoldaki işini geciktirip uzatacağı, avukatın fazla bir şey katmayacağı gibi olumsuz yönlendirmeler maalesef bu sistemin sağlıklı çalışmasına imkan vermiyor. Teşekkür ederim. Paul Nemo, vous voulez dire quelque chose? Et puis après, Madame Le Bâtonnier d'Izmir. Oui, pardon. Bonjour aux uns et aux autres. On s'est déjà vu, mais un bonjour collectif maintenant. Je me présente, je suis le délégué général du Conseil national des barreaux français. Vous m'excuserez, mais vous avez peut-être observé que je me mouche beaucoup. J'ai attrapé une mauvaise grippe en arrivant chez vous. Je suis par ailleurs l'ancien président de l'UIA, l'Union internationale des avocats. Et je vais commencer d'ailleurs par un souvenir. En 2005, nous avons tenu un congrès à Fès et j'avais choisi dans les thèmes du congrès le thème suivant, Avocats du monde, une seule déontologie, point d'interrogation. Ce qui nous ramène à la discussion que nous avons aujourd'hui. Et d'ailleurs, mon ami Paul-Albert Ivens avait bien accepté de présider la table ronde sur ce thème, Avocats du monde, une seule déontologie. Et l'Union internationale des avocats avait abouti à la conclusion qu'il y avait un socle commun de déontologie dans tous les pays du monde, mais qu'il y avait des déontologies très différentes, et ça a été évoqué tout à l'heure, entre par exemple les avocats anglo-saxons de la common law et les avocats de droit écrit, du code civil, et qui posent des problèmes actuellement dans le monde parce que nos confrères anglo-saxons n'ont pas, par rapport à l'État et à la justice, la même conception de leur rôle que celle que nous défendons, nous, notamment parce qu'on vient de vous le dire, un avocat devant une cour américaine, il est obligé de dire la vérité, il ne peut rien cacher au tribunal, et ça a des conséquences plus lointaines en matière de, par exemple, tous les textes sur le blanchiment de l'argent, où on veut faire des avocats des délateurs, des gens qui vont dénoncer leurs clients, dès lors qu'ils auraient le soupçon que leur client fait du blanchiment d'argent. Conception à laquelle un certain nombre de pays
et notamment la France, s'oppose radicalement, car nous ne considérons pas que nous sommes des délateurs au service de la puissance publique et que nous n'avons pas à trahir justement le secret professionnel pour aller dénoncer à la police ou au gouvernement les agissements de nos clients. Alors, cette réflexion que j'avais souhaité faire au congrès de l'UIA, elle se poursuit partout. On est toujours autour des mêmes problématiques. Est-ce que nous avons réellement... nous sommes réunis par une déontologie commune et à l'épreuve. Est-ce que, en termes de solidarité, ça nous autorise à intervenir au soutien de tel ou tel avocat ou de tel ou tel barreau qui sont en difficulté? Là, nous sommes entre gens privilégiés. Parce que, vous le savez sans doute, il y a beaucoup de pays où les avocats sont désignés par le gouvernement, révoqués par le gouvernement, où il n'y a pas d'ordre d'avocat, et où l'exercice de la profession est beaucoup plus dangereux qu'il ne l'est dans les pays de l'Europe occidentale et en Turquie aussi, encore qu'on entend dire souvent qu'il y a des pressions sur les avocats en Turquie. Mais enfin, nous sommes encore dans une situation relativement privilégiée. Mais je voulais juste vous faire comprendre que c'est loin d'être le cas dans tous les pays. Si vous pensez à l'Afrique subsaharienne, ils en sont encore à se battre pour essayer d'organiser des ordres, mais la plupart des gouvernements de ces pays ne veulent pas voir des ordres d'avocats autonomes, indépendants, se dresser contre eux. Donc, il y a tout, et dans les anciens pays de l'Est, auxquels il a été fait allusion tout à l'heure, il y a encore beaucoup de pays où les avocats sont nommés et ils sont révoqués s'ils déplaisent au pouvoir, et puis voilà. Alors, je vais évidemment, je ne vais rien rajouter à ce qu'a dit excellemment Bethany Evans, mais je vais manifester une opinion dissidente, pour parler avec diplomatie. Il vous a parlé de l'arrêt Gisèle Mort. Il vous en a très bien parlé. Mais je crois qu'il ne faut pas que ça nous fasse faire des cocoricots en disant bravo, la Cour de justice, Cour européenne des droits de l'homme, a consacré le statut de l'avocat comme auxiliaire de justice, ce qui après a des conséquences en termes de responsabilité qu'il a et d'immunité auquel il a le droit. Parce que cette jurisprudence de la Cour européenne va un de ces jours se heurter de front avec la volonté de la communauté européenne, de la Commission européenne. Depuis les rapports de M. Clémenti et de M. Monti, Bruxelles n'a qu'une obsession, c'est de déréglementer la profession d'avocat. Et ils ne l'expriment pas, enfin la Commission ne l'exprime pas comme ça, mais ils sont prêts à faire supprimer les ordres, à interdire les avocats d'être constitués en ordre. Et d'ailleurs, ça a commencé dans les pays scandinaves, et maintenant en Angleterre, où on laisse des associations de consommateurs ou des juristes, entre guillemets, qui s'intitulent, qui s'autoproclament juristes, le droit de donner des conseils juridiques, pas encore le droit d'aller plaider, ça dépend des pays, mais on assiste à un démantèlement volontaire, qui est voulu, une tentative de démantèlement de l'organisation de la profession d'avocat telle que nous la connaissons, vous comme nous, depuis des siècles. Donc moi, je n'ai pas l'optimisme qu'ont les commentateurs sur l'arrêt Gisèle Mort, parce que je me dis, qui va l'emporter? Est-ce que ce sont les gouvernements qui veulent déréglementer la profession d'avocat, ou est-ce que c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui va maintenir les exigences, le respect qu'on doit à l'avocat auxiliaire de justice, et maintenir les exigences d'avocats qui soient des avocats responsables, organisés, qui aient des barreaux? Donc s'il y a une tentative pour supprimer le périmètre du droit, n'importe qui va pouvoir ouvrir une boutique de droit dans la rue. Ça se passe comme ça au Danemark maintenant. Et c'est une véritable question, c'est un véritable problème auquel vous serez peut-être confronté, ou vous êtes peut-être d'ailleurs déjà confronté en Turquie. J'ignore la situation exacte ici. Mais dans beaucoup de pays, ça évolue pas dans le bon sens, pas dans le sens en tout cas de ce qui nous réunit ici, pardon, et qui est le souhait de voir des ordres indépendants, avocats des avocats, enfin, présents pour protéger les avocats, et qu'on ait des avocats formés, disiez-vous, Madame la Vice-Présidente,
J'ai d'ailleurs une question à ce sujet. Est-ce que, j'imagine que oui, est-ce que vous avez imaginé un jour en Turquie de créer des écoles d'avocats? Parce que j'ai entendu ce matin, tout au long de la matinée, que vous trouviez que les étudiants en faculté n'étaient pas bien formés. On a parlé de la formation continue tout à l'heure, mais très peu de la formation initiale. Mais peut-être quelqu'un me répondra. Je me demande, nous en France, on a des écoles d'avocats, c'est-à-dire qu'après la faculté, on est obligé de passer un examen d'entrée dans une école d'avocat, et c'est en sortant de cette école d'avocat qu'on devient avocat, qu'on peut devenir avocat. Alors, je n'insiste pas, peut-être que quelqu'un me répondra, parce que je me suis posé la question en vous écoutant ce matin. Ce mouvement de dérégulation de la profession, il ne faut pas le sous-estimer. L'atelier Yvain s'y a fait allusion tout à l'heure. Avec les ABS, les Alternative Business Structure, admirez le terme business, c'est le terme central, Alternative Business Structure. Donc il s'agit de faire du business. Donc ce sont des commerçants qui vont pouvoir faire entrer leurs capitaux dans des cabinets d'avocats qui n'auront plus aucune indépendance. Et ça va même plus loin, parce que vous avez parlé de l'Angleterre. Mais en Australie, l'une des premières ABS qui a été créée s'est fait coter en bourse. Constitue une société avec un capital qui est majoritairement détenu par des gens qui ne sont pas des avocats, et cette société est cotée en bourse. Alors, vous voyez la révolution, le jour où ça va arriver ici ou en France, on va avoir beaucoup de mal à lutter contre cette forme de commercialisation de la profession. J'ajoute, mais c'est évident, mais enfin, il faut peut-être le dire quand même, que si la profession accepte de se commercialiser ou d'être commercialisée, elle ne peut plus revendiquer aucun statut particulier. Elle devient un commerçant comme un autre, et il n'y a aucune raison que l'avocat ait un privilège, une immunité de parole. Vous voyez, tout va dans le sens, c'est une évolution, je suis peut-être trop pessimiste, mais c'est une évolution dangereuse, parce que ça va dans le sens de dire, mais après tout, les avocats, vous prétendez que vous avez des privilèges, et vous prétendez que c'est au nom de la démocratie et de l'état de droit que vous avez le droit à ces privilèges, eh bien nous on considère que non, vous êtes des gens comme les autres, vous êtes des juristes comme les autres, et on ne vous accordera aucun privilège, aucun statut particulier. En sorte que notre belle profession pourrait disparaître sous les coups de boutoir de la soi-disant libre concurrence, parce que M. Monti et M. Clémenti défendent leur position depuis le début en disant les avocats, vous êtes des gens du Moyen-Âge. Vous êtes organisés comme au Moyen-Âge, et en fait, vous avez des intérêts corporatistes, et c'est tout ce qu'ils voient dans l'analyse. Vous avez des intérêts corporatistes, et donc la libre concurrence que nous voulons prôner en général, comme politique économique en Europe, interdit qu'on vous maintienne votre citadelle, vos prérogatives d'avocat. Alors, je pense que vous allez me trouver pessimiste, mais je crois qu'il fallait quand même donner cette petite dimension au débat que nous avons depuis ce matin. Je vous remercie. Madame Le Batelier d'Izmir, et puis après Martina Varkaroli. Et vous, pardon. Öncelikle teşekkür ediyorum. Benim açımdan da verimli bir çalışma oldu. Avukatlık mesleğinin çözülmeye başlandığı bir dönemden geçiyoruz. Hem Türkiye'de de öyle. Avukat bürolarının ticarileşmesi için bir gayret var bir taraftan. İşçi avukatlar, ticari avukat büroları, bir taraftan da avukatları gerçekten orta çağdan kalma insanlar olarak da değerlendiriliyor. Dünyada insan hakları kavramının, insancıl hukukun gelişmesi bu orta çağdan kalan insanların yaptığı mücadelelerledir aslında. Dünya bir takım değerlere sahip olduysa da. Sır saklama, masumiyet ilkesi diye bir şeyi buldu insanlık. İnsanın lekelenmeme hakkı diye bir şeyi buldu. Dolayısıyla sanığın, itham altında kalan kişinin daha doğrusu, susma hakkı, delillerin objektif ve hukuka uygun toplanması, işkence yasağı, hileli delil toplama yasağı gibi kurumlar bulundu. Bu kurumlar avukatların mücadelesiyle oldu. Bu bulunan kavramlar, kurumlar avukatlara sorumluluk yükledi. Avukatın sorumluluğu ne? Sır saklama yükümlülüğü. Onun müvekkilinin susma hakkı varsa
Avukatın da sır saklama yükümlülüğü var. Dolayısıyla ama avukatın bu sır saklama yükümlülüğüne karşı hem common law hukukundan gelen bir tepki hem de bizim gibi ülkelerde dünyada 11 Eylül'den sonra gelişen kavram bir bakışla terörle mücadele etmek açısından avukatın bürosunun da aranabileceği, eşyalarının aranabileceği, onun sır saklama yükümlülüğünün ihlal edilmesinin olanaklı olduğu görüşü. Geçen yıl biz avukatların bürolarının aramalarına muhatap kaldık, avukat bürolarının Türkiye'de. Müvekkilinin yazdığı kitabı okuması, baskıya vermeden kontrol etmesi için avukatına vermesi üzerine avukatının bürosunda herkes tarafından biliniyor. Ahmet Şık'ın kitabının aranması yapıldı. Avukat büroları arandı. Ve biz müvekkillerimizle özdeşleştirilip bizimle ilgili telefon dinlemeleri, internet ortamında, elektronik ortamdaki postalarımızın denetimi, bürolarımızın aramaları yapılıyor. Büro aramalarında avukatlık kanununa göre avukatın bürosu ve evi aranırken mutlaka baro temsilcisinin bulunması zorunlu ve Cumhuriyet Savcısının denetiminde yapılıyor. Ama geçen yıl avukat gözaltıları olduğunda ve daha öncekinde de Ceza Muhakemeleri Kanunu 130. madde gerekçe gösterilerek avukatların konutlarında ve araçlarındaki aramada baro temsilcisi hazır bulundurulmadı. Şekli olarak temsilci sadece ofis aramasında hazır bulunduruluyor. Oysa gelişen zamanla bizim laptoplarımız, bilgisayarlarımız evimizde, bizim her şeyimiz bunun içinde. Dolayısıyla avukatın ev araması da, aracın aranması da ceza muhakemesinde kıyas mümkündür. Baro denetimi, baronun temsilcisi denetiminde yapılmalı. Biz bunu savcılara söylediğimizde, savcılar barodan temsilci istediğinde, ben konutu aramasında da, aracının aranmasında da temsilciyi gönderiyorum dediğimde, hayır onu kabul etmiyorum. Ben ceza muhakemesi kanununa bakarım, orada da konut aramasında baro temsilcisi olmaz diyor. Ama bizim avukatlık kanunumuz 58. maddede ev ve ofis aramalarında hep baro temsilcisi bulunur düzenlemesi var dediğimizde avukatlık kanunu sizi bağlar, bizi bağlamaz diye bütün savcılar cevap veriyor. Avukatlık kanunu Türkiye Cumhuriyeti yasalarından kabul etmeyen savcılarla birlikte biz görev yapıyoruz. Böyle bir durumdayız. Ve ticari bir takım olaylar üzerinden avukatın sır saklama yükümlülüğü yoktur üzerinden insan hakları alanında yaratılan değerlerin yok edilmesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Postada el koyma, yazılı belgelerin incelenmesi hep savcı denetiminde yapılmak zorundadır. Ama biz telefon dinlemeleri bir polise yaptırtıyoruz burada. Yazılı belgeyi inceleyemeyen polis kişinin bütün özel hayatına müdahale ediyor avukatında. Bütün konuşmalarını dinliyor. Postada gelen evrakı açamayan polis, ceza muhakemesi yasasına göre yasak, internet ortamında, elektronik ortamdaki bütün yazışmalarına el koyabiliyor, özel alanına müdahale ediyor. Ve avukatlar olarak biz böyle tehditlerle de karşı karşıyayız. İfade alma sırasında avukatın bulunması zorunlu ama onu şöyle aşıyorlar. İfade alma aşamasına avukatı çağırıyor. Ama ondan önce mülakat yapıyoruz, görüşme yapıyoruz diye zanlıyı, itham altındakini çağırıyor, özel görüşmeler yapıyor. Bu konuda bilgili değilse, hayır ben avukatım olmadan görüşme yapmıyorum diyen bir zanlı yoksa, o görüşmelerle mülakat diye yeni bir şey icat edildi, sohbet diye yeni bir şey icat edildi. Biz sizin ifadenizi avukat huzurunda alacağız. Şimdi ifade almıyoruz, bu sohbet deyip böylece hukuka aykırı delil toplamak, hukukun getirdiği güvenceleri göz ardı etmek istiyorlar. Dolayısıyla
İyi ki Orta Çağ'dan kalan avukatlar var ve onlar bu mesleğin bağımsızlığını, özgürlüğünü, bu mesleğin böyle kalarak insancıl hukukun geliştirilmesi konusunda bir takım değerler yaratılıyor. Avukatlık mesleğinin ticarileşmesinin önüne geçmek gerekiyor. Bu meslek başka türlü bir meslek. Ve benim demin söylediğim şey, bu kavramları yeniden hatırlamalıyız. Yeniden bunlar için bir araya gelip mücadele azmimizi çoğaltmalıyız derken, evet ben heyecanlıyım, bizim meslektaşlarımız tutuklu. Bizim meslektaşlarımız, bizim İstanbul Eski Baro Başkanı Turgut Kazan yargılanıyor Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Yaptığı savunma nedeniyle yargılanıyor. Adil yargılamayı etkilemekten yargılanıyor. Oysa avukatın görevi yargıyı etkileyerek yargılamanın adil olmasını sağlamak yükümlülüğü vardır. Görev verilmiştir. Bu görev avukatın görevidir. Yargıyı etkileme görevi vardır. Bizim meslektaşımız deliller toplansın, adil yargılanma olsun derken yargıyı etkilemekten sanık haline geliyor. Ama yürütme organının başı yargıya emir talimat verebiliyor. Bu yargıyı etkilemek olmuyor. Gerçekten iyi günlerden geçmiyoruz. Teşekkür ederim. Merci. Martina Barcardi. Allora, volevo prima di tutto ringraziare l'ordine degli avvocati, l'ordine